7 jours après notre mariage, lors d'un dîner en tête-à-tête à Paris, mon mari m'a dit « La vérité, c'est que je n'ai jamais vraiment voulu de toi. Mon intérêt a toujours été ailleurs. Tu n'étais qu'une pièce dans un plan. » Et il a continué à me dire des choses terribles. Mon cœur s'est glacé. Je me suis levée et je suis partie en silence. Mais ce que j'ai fait dans les 24 heures qui ont suivi a tout changé. Parce que moi, avant de commencer, je suis votre narratrice pour cette histoire. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et commentez d'où vous nous écoutez. Ça compte énormément. Maintenant, installez-vous confortablement. Parce que ce que je vais vous raconter, je ne l'ai jamais dit à personne. Paris, le 14 mars 2025, 22h34. Le restaurant s'appelait Léa. Il était niché dans le 8e arrondissement, entre 2 immeubles haussmanniens dont les façades semblaient retenir leur souffle. À l'intérieur, des lustres en cristal projetaient une lumière dorée sur les nappes blanches. Les verres de Bordeaux brillaient comme des rubis posés sur la table. Le murmure discret des autres couples créait une sorte de cocon protecteur autour de nous. Ou du moins, c'est ce que je croyais encore ce soir-là. J'avais 54 ans, une robe bleu marine qu'il avait lui-même choisie 3 semaines plus tôt dans une boutique du Marais, et une alliance en or qui pesait encore étrangement à mon doigt. 7 jours de mariage. 7 jours à me réveiller le matin avec cette sensation douce et presque incrédule que quelque chose de bien m'était enfin arrivé. Après mon divorce, après 3 ans seul à reconstruire ce que l'autre avait démoli, j'avais fini par croire que Christophe était la réponse à une question que je n'avais jamais osé poser à voix haute. Il était assis en face de moi ce soir-là, dans ce restaurant que j'aimais depuis des années, élégant dans son costume gris, les cheveux légèrement grisonnants aux tempes, le regard qui avait toujours semblé si attentif, si présent. C'était l'homme qui, pendant 3 ans, avait appris mon café par cœur, serré, sans sucre, avec une tranche de brioche. L'homme qui déposait des tulipes couleur pêche sur mon bureau avant que j'arrive le matin. L'homme qui, par une nuit de pluie à Lyon, m'avait pris les mains et dit que j'étais la femme la plus complète qu'il ait jamais rencontrée. Je le regardais et je pensais encore à tout cela quand Théo s'est approché de notre table. Théo était jeune, peut-être 22 ans, avec des cheveux sombres et un tablier blanc impeccable. Il portait nos plats avec la concentration d'un garçon qui prend son travail au sérieux. Il a posé devant Christophe une assiette de saumon, et non le carré d'agneau qui avait été commandé. Une erreur simple, le genre qui arrive dans n'importe quel restaurant un vendredi soir chargé. Ce qui s'est passé ensuite, je ne l'avais jamais vu venir. Christophe a regardé l'assiette, il a regardé Théo, et sans un mot, il a saisi le bord de la porcelaine et l'a jeté au sol. Le bruit a été brutal, sec, coupant. La sauce a éclaboussé le parquet en bois clair. Les conversations autour de nous se sont arrêtées net, comme si quelqu'un avait coupé le son d'un coup. Théo a pâli. Ses mains tremblaient. Christophe s'est levé lentement, les mâchoires serrées, et il a pointé le doigt vers le jeune homme avec une précision froide qui m'a fait frissonner. « Tu es stupide ou tu me testes ?» J'ai répété ma commande 2 fois. 2 fois. « Tu es incapable de faire un travail aussi simple ? Appelle ton directeur maintenant, ou je parle au propriétaire personnellement. » J'ai posé ma main sur la table. « Christophe. » Ma voix était basse, ferme. « Arrête, ce n'est pas nécessaire. » Il a tourné la tête vers moi, lentement, avec une expression que je n'avais jamais vue sur ce visage que je croyais connaître. Quelque chose de dur, de calculé, d'impatient, comme si un masque venait de glisser d'1 centimètre et laissait apparaître ce qu'il y avait dessous. « Tais-toi, Sandrine. » Ces 3 mots sont tombés dans le silence du restaurant comme 3 pierres dans de l'eau froide. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas respiré. La dame à la table voisine a reposé son verre sans boire. Un couple plus loin a échangé un regard rapide. Théo fixait le sol, les épaules rentrées, le visage rouge de honte. Christophe a continué. Il a appelé le directeur, a exigé un rabais, a parlé à voix haute sans aucune retenue, humiliant Théo devant une salle entière avec la désinvolture d'un homme qui a l'habitude de ne jamais être contredit. Et moi, je regardais tout cela et je sentais quelque chose se déplacer à l'intérieur de moi. Pas encore de la colère, pas encore de la douleur,
mais une reconnaissance froide et terrible. Comme si une partie de moi avait toujours su que ce moment viendrait et avait simplement attendu. Ça suffit. Je me suis levée. Ma voix ne tremblait pas. Je n'accepte pas ça. Pas ici. Pas de toi. Et c'est là qu'il s'est levé aussi. Et que le plan de 3 ans s'est effondré en 45 secondes. Il a parlé sans baisser la voix, sans honte, avec la fluidité de quelqu'un qui récite quelque chose qu'il a longtemps gardé pour lui et qui n'a plus aucune raison de le retenir. La vérité, Sandrine, c'est que je n'ai jamais voulu de toi. Jamais. Tu crois vraiment qu'un homme comme moi passerait 3 ans de sa vie à courtiser une femme comme toi par amour? Mon intérêt a toujours été ailleurs. Tu étais une pièce dans un plan. L'héritière parfaite. Le père malade. L'entreprise qui attend un vrai patron. Tu étais le chemin le plus court que j'ai trouvé. Il a fait une pause, a bu une gorgée de vin avec un calme obscène. Et le pire, ça a fonctionné. Je suis ton mari. Et la loi est la loi. Alors pleure si tu veux. Ça ne change rien. J'ai pris mon sac. Je me suis levée. Et je suis sortie sans dire un mot, sans me retourner, en traversant ce restaurant silencieux où personne n'osait plus bouger. Le froid de mars m'a frappé dès la porte franchie. Je marchais vite, sans destination, les talons claquant sur le pavé mouillé, et mon cœur, ce cœur que j'avais cru enfin en sécurité, était aussi froid que le vent qui soufflait sur la Seine à 2 rues de là. Lui, il est resté seul à table. J'ai appris plus tard qu'il a commandé un autre verre, qu'il a souri en regardant son téléphone, qu'il pensait, sans doute, que j'étais une femme dramatique qui rentrerait à l'hôtel pleurer dans un oreiller. Il ne savait pas encore ce que le silence peut contenir quand c'est une femme décidée qui le porte. Paris, le 14 mars 2025, 22h52. Je marchais sur la rue du Faubourg Saint-Honoré, sans m'arrêter, sans regarder les vitrines illuminées qui défilaient de chaque côté comme des tableaux indifférents. Le vent soufflait par rafales courtes et tranchantes. Mon manteau n'était pas assez chaud pour mars, mais je ne sentais pas le froid. Ou plutôt, je sentais autre chose. Un froid bien plus profond que celui de la nuit. Un froid qui venait de l'intérieur et qui descendait lentement depuis ma gorge jusqu'au bout des doigts. Mon téléphone vibrait dans ma main. Les notifications s'enchaînaient sur l'écran avec une régularité qui aurait pu sembler banale si je n'avais pas su ce qu'elles signifiaient. 22h51. Brasserie Pigalle, 340 €. 22h58. Parfumerie nocturne, 210 €. 23h04. Hôtel particulier Montmartre, 490 €. Je lisais chaque notification comme on lit les pages d'un dossier qu'on n'aurait jamais voulu ouvrir. En moins de 30 minutes, il avait quitté le restaurant, acheté du parfum pour une autre femme et pris une chambre d'hôtel. 7 jours après notre mariage. Je me suis arrêtée contre un mur de pierre ancienne, sous une applique dont la lumière jaune tremblait dans le vent. J'ai regardé l'écran encore une fois. 490 € pour une chambre d'hôtel à Montmartre. Il utilisait la carte professionnelle que je lui avais donnée 2 jours après le mariage, comme geste de confiance, comme preuve que je croyais en nous, comme preuve de ma propre naïveté. Je l'avais regardé glisser cette carte dans son portefeuille avec un sourire, et j'avais pensé que c'était le sourire d'un homme heureux. Maintenant, je savais que c'était le sourire d'un homme qui venait de toucher ce pourquoi il avait travaillé 3 ans. C'est là, contre ce mur, sous cette lumière qui tremblait, que quelque chose a changé en moi. Pas de façon spectaculaire, pas avec des larmes ou des cris. Quelque chose s'est déplacé doucement, comme une pièce d'échec qu'on pose enfin sur la bonne case après avoir longtemps cherché. La douleur était là, bien sûr qu'elle était là, elle allait rester longtemps, mais elle n'occupait plus tout l'espace. À côté d'elle, quelque chose de plus froid et de plus précis commençait à prendre de la place. J'ai pensé à lui, à la façon dont il avait tout calculé, 3 ans, chaque dîner, chaque fleur, chaque mot murmuré dans le noir. Il avait investi 3 ans de sa vie dans un plan construit sur ma vulnérabilité, sur mon divorce, sur ma solitude, sur l'amour que j'avais pour mon père et pour l'entreprise que mon père avait bâtie. Il avait étudié ma vie comme un marché à conquérir. Et il avait réussi. Jusqu'à cette nuit. Et ce que je comprenais en ce moment, sur ce trottoir mouillé de Paris, c'est que, si lui avait eu 3 ans pour me construire un piège,
Moi, j'avais 24 heures pour le démanteler. 24 heures avant qu'il comprenne ce qui était en train de se passer. 24 heures pendant lesquelles il me croyait encore à genoux. J'ai composé le numéro de maître Élise. Elle a décroché à la 2e sonnerie, ce qui m'a surprise, il était presque minuit. « Sandrine ?» Sa voix était précise, légèrement surprise, mais sans affolement. Maître Élise avait 61 ans, des cheveux blancs coupés courts et la voix la plus droite que j'ai jamais connue. 11 ans qu'elle gérait le patrimoine juridique de la famille, 11 ans qu'elle était la seule personne à qui je faisais confiance, sans réserve dans le monde des affaires. « Élise, j'ai besoin de toi, ce soir. »« Où es-tu ?»« Paris, Faubourg Saint-Honoré. Je marche. » Un silence d'1 seconde. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout dit. Le restaurant, l'assiette jetée par terre, Théo humilié devant toute une salle, les mots que Christophe avait prononcés debout, sans baisser la voix, avec ce calme de quelqu'un qui n'a plus rien à jouer. Les notifications du téléphone, l'hôtel à Montmartre. J'ai parlé vite, avec précision, sans m'arrêter sur les émotions parce que les émotions pouvaient attendre. Ce qui ne pouvait pas attendre, c'était la stratégie. Maître Élise a écouté sans m'interrompre une seule fois. Quand j'ai terminé, il y a eu un silence de quelques secondes, le silence de quelqu'un qui réfléchit, pas de quelqu'un qui hésite. Il est ton mari depuis 7 jours. Le contrat prénuptial protège les actifs de la maison Beaumont. Mais s'il conteste devant un tribunal en invoquant la vie commune et une contribution émotionnelle au couple, ça peut se compliquer selon ce qu'il a préparé. Il a préparé quelque chose, Élise. J'en suis certaine. Un homme qui planifie pendant 3 ans ne se marie pas sans documentation. Alors nous devons arriver avant lui. Sa voix n'avait pas changé de ton. C'est ce que j'aimais chez elle. Ce que tu cherches, c'est une annulation, pas un divorce. L'article 180 du Code civil français permet l'annulation pour vice du consentement. Si tu prouves que le consentement a été obtenu par un dol, une tromperie délibérée sur l'identité ou les intentions réelles du conjoint. C'est exactement ce que c'est. Oui, mais la preuve doit être solide, Sandrine, pas seulement la parole d'une femme blessée dans un restaurant. Il te faut de la documentation, des témoignages, un historique de comportement. Je sais, c'est pour ça que je t'appelle maintenant. J'ai marqué une pause. Le vent soufflait encore. Une voiture est passée lentement, ses phares balayant le trottoir. Qu'est-ce que je fais en premier? Elle n'a pas hésité. Tu bloques la carte professionnelle ce soir même. Ensuite, tu prends le premier TGV pour Lyon demain matin. Tu parles à Bernard et tu contactes Fabrice Dumont. J'ai raccroché. Je suis restée immobile 30 secondes, le téléphone contre ma poitrine, les yeux fermés. La douleur était toujours là. Les tulipes couleur pêche, les dîners, les mots murmurés dans le noir. Tout cela était réel pour moi, même si ça ne l'avait jamais été pour lui. Et c'est peut-être ça, le plus cruel, non pas qu'il m'ait menti, mais que moi, j'ai tout ressenti pour de vrai. Puis, j'ai rouvert les yeux. J'ai appelé la banque. À 0h47, la carte a été bloquée. À 1h03, un message de Christophe est arrivé. La carte a été refusée. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas répondu. J'ai éteint l'écran et j'ai marché vers la station de métro, les épaules droites, le pas régulier, comme une femme qui sait exactement où elle va. Ce qui était vrai. Pour la première fois depuis 7 jours, c'était parfaitement vrai. Lyon. Le 15 mars 2025. 6 heures du matin. Le TGV quittait la gare de Lyon dans un silence presque irréel, glissant sur les rails avec cette fluidité particulière des trains à grande vitesse qui donnent l'impression que c'est le monde qui bouge, et pas vous. J'étais assise côté fenêtre, un café en carton entre les mains, les yeux fixés sur la banlieue parisienne qui défilait dans le noir, des lumières éparses, des entrepôts, des parkings vides, la ville qui se défaisait progressivement pour laisser place à la campagne encore endormie. Je n'avais pas dormi. Pas une minute. Mais je n'étais pas fatiguée non plus, ou plutôt, j'étais au-delà de la fatigue, dans cet état particulier où le corps tourne sur une énergie qu'on ne comprend pas encore mais qu'on ne questionne pas. J'avais passé la nuit dans l'appartement d'une amie dans le Marais. Elle était en déplacement, je connaissais le code, j'avais dormi sur son canapé sans vraiment dormir.
J'avais fait une liste. Pas une liste de douleurs, pas une liste de reproches. Une liste froide, méthodique, comme si je préparais le lancement d'une nouvelle gamme de produits. Chaque étape notée dans l'ordre. Chaque contact à appeler, chaque document à obtenir, chaque preuve à construire. Je connaissais cette façon de travailler. C'était celle que mon père m'avait apprise depuis l'enfance, dans les couloirs de la maison Beaumont Cosmétiques. Henri disait toujours que la clarté est la seule réponse digne à la confusion. Cette nuit-là, j'avais compris ce qu'il voulait dire. Le train roulait. La campagne commençait à apparaître dans les premières lueurs grises de l'aube. Des champs plats, des arbres sans feuilles encore, des villages dont on ne voyait que les clochers. Je regardais tout cela et je pensais à Christophe, non pas avec la douleur qui reviendrait plus tard, mais avec cette lucidité nouvelle et tranchante qui me permettait de le voir tel qu'il était vraiment pour la première fois. Un homme de 57 ans qui avait consacré 3 ans de sa vie à construire un piège autour d'une femme. Qui avait appris mon café par cœur, non pas parce qu'il m'aimait, mais parce qu'il savait que ce genre de détails brisait les défenses. Qui avait choisi les tulipes couleur pêche après avoir noté, quelque part, que c'était ma couleur préférée. Chaque geste avait été calculé, chaque mot pesé. Et moi, j'avais tout reçu comme si c'était de l'amour. Arrivé à Lyon-Pardieu à 8h20. Un taxi jusqu'au Café Simone, à 2 rues du siège de la maison Beaumont. Bernard m'attendait déjà, assis à une table du fond, les 2 mains autour d'une tasse, le visage de quelqu'un qui n'a pas bien dormi non plus. Bernard avait 60 ans, 14 ans passés à la direction des ressources humaines de l'entreprise, et une loyauté envers mon père qui précédait ma propre arrivée dans la direction. C'était un homme discret, méticuleux, qui parlait peu et notait tout. Je me suis assise en face de lui sans préambule. « Bernard, j'ai besoin que tu me dises la vérité sur Christophe. Tout ce que tu sais et que tu n'as jamais pensé devoir me dire. » Il a regardé sa tasse un long moment. Puis il a levé les yeux vers moi et j'ai vu dans son regard quelque chose que je n'avais pas anticipé, du soulagement. Comme si cette question, il l'avait attendue depuis longtemps, sans savoir si elle viendrait jamais. « Ouais, Sandrine, j'ai essayé à 2 reprises de m'approcher de toi pour en parler. Mais il était toujours là, toujours à portée, et tu semblais tellement heureuse. Je n'avais pas de preuves concrètes, juste une accumulation de choses qui ne s'additionnaient pas bien. Parle-moi de ces choses. » Il a bu une gorgée de café. Avant d'entrer chez nous, il a travaillé dans 2 autres entreprises familiales. Dans les 2 cas, il a initié des relations avec des femmes en position d'héritière. Dans le premier cas, la famille a conclu un accord extrajudicial pour le faire partir. Dans le second, il a été licencié avant d'obtenir ce qu'il voulait. J'ai découvert ça 6 mois après son arrivée ici, quand quelque chose dans son comportement m'a poussé à commander une vérification approfondie des antécédents. J'ai senti l'air sortir lentement de mes poumons. « Pourquoi tu ne m'as rien dit à ce moment-là » ? « Parce qu'il n'avait encore aucune relation avec toi. C'était de la spéculation. Je n'avais pas de preuve d'intention. Et quand la relation a commencé, il a baissé les yeux. « Tu es la fille d'Henry. Ce n'était pas ma place. » Un petit instant, si vous appréciez cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Ça prend 2 secondes et ça compte énormément. Merci. On continue. Et les employés ? J'ai entendu des choses. Il y a 3 signalements formels de harcèlement moral archivés dans le secteur des ressources humaines. Les 3 ont été retirés par les employés eux-mêmes, après des conversations privées avec lui. Il y a aussi le témoignage informel d'une assistante qui a demandé un transfert de poste après 6 mois à travailler sous ses ordres. Elle m'a dit, en privé, qu'il l'avait menacée de façon voilée si elle allait trouver la direction. J'ai posé mes 2 mains à plat sur la table. 3 signalements retirés sous pression. Une employée terrorisée au silence. Et moi, pendant tout ce temps, qui recevait des tulipes couleur pêche et qui croyait que c'était de l'amour. Il avait construit 2 réalités parfaitement étanches, celle qu'il me montrait et celle qu'il cachait, et les avait maintenues simultanément pendant 3 ans sans jamais les laisser se toucher. C'était une intelligence froide et organisée mise entièrement au service de la cruauté. Bernard, j'ai besoin de tout, formellement, daté, documenté, les signalements, les témoignages, les accès système qu'il n'aurait pas dû avoir, tout.
Il m'a regardé. « Vous allez le poursuivre ?»« Je vais faire mieux. » J'ai soutenu son regard. « Je vais l'effacer. » Il y a eu un silence. Dehors, la rue s'animait doucement, des livreurs, des gens pressés, la ville de Lyon qui commençait sa journée sans savoir que dans ce café, quelque chose d'important était en train de se construire. Bernard a hoché la tête lentement, avec la gravité d'un homme qui comprend le poids de ce qui vient d'être dit. « Je vous prépare tout pour cet après-midi. » J'ai bu mon café. Dehors, le soleil de mars commençait à percer entre les immeubles, timide et froid, projetant des rectangles de lumière pâle sur le trottoir en pierre. Je pensais à Christophe qui devait encore dormir dans cet hôtel de Montmartre, convaincu que je pleurais quelque part, convaincu que le silence était ma façon de digérer la défaite. Il ne savait pas que pendant qu'il dormait, je prenais des trains, je buvais des cafés froids et je construisais, brique par brique, ce qui allait le faire tomber. Il m'avait dit que j'étais une pièce dans son plan. Il avait tort, j'étais le plan. Lyon, le 15 mars 2025, 9h45. Je suis sorti du café Simone avec le froid de mars dans le visage et une liste mentale qui s'allongeait à chaque pas. Bernard avait parlé pendant 40 minutes. 40 minutes de faits retenus trop longtemps, de détails accumulés en silence, de cette culpabilité tranquille qui s'installe chez les gens honnêtes quand ils ont gardé quelque chose qu'ils auraient dû dire. Il m'avait promis les documents pour l'après-midi. Je lui faisais confiance. En 14 ans, Bernard n'avait jamais manqué à sa parole une seule fois. J'ai marché jusqu'au siège de la maison Beaumont, rue de la République, un immeuble de pierre grise du XIXe siècle dont les fenêtres donnaient sur le Rhône. Mon père l'avait acheté 30 ans plus tôt, quand l'entreprise était encore petite, quand les gammes de produits tenaient sur 2 étagères et que les employés se comptaient sur les doigts des 2 mains. Maintenant, nous étions 140 personnes, présentes dans 11 pays, avec un chiffre d'affaires que mon père citait encore, avec une fierté d'homme qui n'arrive pas à croire ce qu'il a construit. Je connaissais chaque couloir de cet immeuble depuis l'enfance, chaque escalier, chaque porte. Et je savais, en poussant celle du hall ce matin-là, que tout ce que mon père avait bâti était précisément ce que Christophe voulait voler. Je me suis installé dans mon bureau sans saluer personne, ce qui était inhabituel pour moi. Les employés qui me croisèrent dans le couloir devaient sentir que quelque chose avait changé. Je voyais les regards, les légères hésitations, mais personne ne posait de questions. J'ai fermé la porte, ouvert mon ordinateur et composé le numéro de Fabrice Dumont. Fabrice était investigateur privé. Il travaillait principalement avec des cabinets d'avocats à Paris et à Lyon depuis 20 ans. Maître Élise me l'avait recommandé il y a plusieurs années dans un contexte différent, un différend commercial avec un fournisseur qui s'était mal terminé. Je n'avais jamais eu à le rappeler depuis, jusqu'à ce matin. Il a décroché à la première sonnerie. Sa voix était posée, sans affect, le genre de voix qui ne se laisse pas surprendre. Dumont. Fabrice, c'est Sandrine Beaumont. J'ai besoin d'un travail urgent. Un silence d'1 seconde. Je vous écoute. Je veux un historique complet sur un homme. Christophe, employé senior de la division commerciale de la maison Beaumont. Tout ce qui existe. Financier, relationnel, comportemental. Les 3 dernières années en priorité, mais si vous trouvez des choses avant, je veux tout. Délai. 48 heures maximum. Un autre silence, plus court. Ça va coûter. Je sais. Commencez maintenant. J'ai raccroché. Puis je suis restée assise à mon bureau, les mains posées à plat sur le bois, à regarder le mur en face de moi sans vraiment le voir. La douleur revenait par vagues. Je l'avais maintenue à distance depuis la veille au soir, avec la concentration et la liste et les appels téléphoniques. Mais elle était toujours là, patiente, attendant que je baisse la garde 1 seconde pour revenir en entier. Les tulipes, les dîners à Lyon sous la pluie, la façon dont il avait appris à prononcer mon nom avec exactement la bonne intonation, tendre et précise, comme si ce mot lui était familier depuis toujours. Tout cela avait existé pour moi de façon réelle et complète. Tout cela n'avait été pour lui qu'un outil. Mon téléphone a vibré. Un nouveau message de Christophe. « Sandrine, tu exagères. On peut parler comme des adultes. Rappelle-moi. » Je l'ai lu 2 fois. J'ai noté mentalement le ton. Pas d'excuses,
pas de remords, pas même un semblant de regret pour ce qui s'était passé au restaurant. Juste l'impatience d'un homme qui s'attend à ce que les choses reprennent leur cours normal, parce qu'elles ont toujours repris leur cours normal. Il était convaincu que mon silence était émotionnel, temporaire, gérable. Il ne comprenait pas encore que mon silence était structurel, que chaque heure qui passait sans réponse de ma part était une heure que j'utilisais à construire ce qu'il ne verrait pas venir. L'après-midi est passé dans une tension sourde et productive. Bernard m'a apporté une chemise cartonnée à 16 heures. Dedans, les 3 signalements de harcèlement moral avec date, noms encodés et description des faits. La lettre manuscrite de l'assistante qui avait demandé son transfert avec ses explications rédigées de sa propre main. Les relevés d'accès aux systèmes informatiques montrant que Christophe avait consulté des dossiers financiers qui n'étaient pas de sa compétence. Les comptes consolidés de l'entreprise, les projections patrimoniales, le dossier de succession préparé par le notaire de mon père. Il avait regardé tout cela. Il avait cartographié le territoire avant même d'y poser le pied officiellement. Il a accédé au dossier de succession de mon père. J'ai regardé Bernard. 4 fois entre janvier et juin 2024, avec ses propres identifiants. Il n'a pas pris la peine de se couvrir sur ce point. Peut-être parce qu'il pensait que personne ne vérifierait. J'ai posé la chemise sur mon bureau. 4 accès au dossier de succession de mon père. Il voulait savoir précisément ce qu'il allait hériter. Il voulait connaître les chiffres avant de signer. Et il n'avait pas pris la peine de se couvrir, parce qu'il était certain que personne ne regarderait, parce que j'étais amoureuse de lui, et que les femmes amoureuses ne vérifient pas les logs d'accès informatique de leurs fiancés. Il avait tort sur ce point aussi. J'ai passé la soirée dans mon bureau à travailler avec Bernard sur la documentation, à mettre en ordre les preuves, à construire le dossier dans le bon sens. À 22 heures, j'ai appelé Maître Élise pour lui transmettre ce que j'avais. Elle a écouté, a posé des questions précises, a noté tout. Avec ça et ce que Fabrice va trouver, on est sur une base solide pour l'article 180, elle m'a dit. Mais j'ai besoin de tout dans un format utilisable devant un tribunal. Donne-moi jusqu'à dimanche soir. J'ai accepté. À 23 heures, je suis rentrée chez moi, c'est-à-dire dans la maison que j'habitais seule depuis mon divorce, dans le 6e arrondissement de Lyon, une maison que Christophe n'avait pas encore eu le temps d'investir juridiquement. Je me suis assise dans la cuisine, j'ai posé mon téléphone sur la table et j'ai regardé les messages qu'il avait envoyés pendant la journée. 4 au total. Le ton avait changé progressivement. D'abord l'impatience, puis une légère irritation, puis quelque chose qui ressemblait à une tentative de séduction, comme si la douceur pouvait encore fonctionner. « Tu me manques, on peut arranger ça. » Ce dernier message, envoyé à 21h30, m'a fait quelque chose d'inattendu. Pas de la colère, pas du mépris, mais une tristesse très précise pour la femme que j'avais été la veille encore, celle qui aurait lu ce message en y cherchant de la sincérité. Cette femme-là n'existait plus. Elle avait disparu sur le trottoir mouillé du 8e arrondissement, quelque part entre la porcelaine brisée et les notifications du téléphone. Ce qui restait à sa place était plus calme, plus froid et infiniment plus dangereux pour un homme qui n'avait pas encore compris qu'il avait réveillé la mauvaise personne. J'ai éteint la lumière. Demain, Fabrice travaillait. Après-demain, le dossier serait complet. Et lundi matin, tout allait changer. Lyon. Le 16 mars 2025, samedi matin, 7h20. Je me suis réveillée avec la lumière froide de mars qui filtrait entre les rideaux et le téléphone qui vibrait sur la table de nuit. Pas un message de Christophe cette fois, une notification bancaire. Il avait tenté d'utiliser la carte professionnelle dans un café de Montmartre à 7h12. Refusé. J'ai imaginé son visage à ce moment précis. Cette expression qu'il avait quand quelque chose ne se passait pas comme prévu, ce léger resserrement des mâchoires que j'avais cru, pendant 3 ans, être de la concentration. Maintenant, je savais que c'était de la frustration contenue, celle d'un homme qui n'accepte pas d'être contrarié, mais qui sait encore, pour l'instant, qu'il doit se contrôler. Je me suis levée, j'ai fait du café, je me suis assise à la table de la cuisine avec mon carnet. J'avais besoin de voir l'ensemble, toutes les pièces, dans l'ordre, avec les connexions entre elles. J'ai écrit pendant 1 heure.
les accès aux dossiers financiers, les signalements de harcèlement, la lettre de l'assistante, les 2 entreprises précédentes que Bernard avait mentionnées, les messages avec une femme dont je ne connaissais pas encore le nom, mais dont l'existence était confirmée par les notifications de l'hôtel. Et par-dessus tout, les mots qu'il avait prononcés dans ce restaurant, à voix haute, devant des témoins, sans la moindre retenue. Ces mots étaient une arme. Mais pour les utiliser, il fallait les inscrire dans un contexte plus large, les relier à un schéma de comportement documenté, les transformer d'une scène de dispute conjugale en une preuve de dol prémédité. C'est ce que Maître Élise m'avait expliqué la nuit du vendredi. L'article 180 du Code civil n'est pas une porte qu'on ouvre avec une seule clé. Il faut plusieurs clés. Il faut montrer que la tromperie n'était pas ponctuelle, qu'elle était constitutive, qu'elle existait avant le mariage, qu'elle en était la condition, qu'il n'y aurait pas eu de mariage si la vérité avait été connue. Ce que j'étais en train de construire, c'était précisément ça. Un portrait cohérent et documenté d'un homme qui avait bâti une relation entière sur une intention frauduleuse. À 10 heures du matin, mon téléphone a sonné. C'était Fabrice. « J'ai des premières choses. Importantes. Est-ce que vous pouvez me recevoir cet après-midi ?»« Oui. Mon bureau. 16 heures. » Il est arrivé à 16 heures pile, avec une chemise cartonnée sous le bras et cette économie de mouvement qui caractérise les gens habitués à travailler dans la discrétion. Il s'est assis, a ouvert la chemise et a commencé à parler avec la précision d'un homme qui sait que chaque mot compte. J'ai commencé par les antécédents professionnels. Ce que Bernard vous a dit sur les 2 entreprises précédentes est confirmé. Dans le premier cas, à Bordeaux en 2016, il a effectivement initié une relation avec la fille du fondateur d'une entreprise de distribution. La famille a conclu un accord amiable pour 18 000 €. Pas de procédure judiciaire, pas de traces publiques, mais j'ai le nom de l'avocat qui a géré l'accord et il est prêt à fournir un témoignage écrit sous condition d'anonymat. Dans le second cas, à Nantes en 2019, le schéma était similaire. Il a été licencié avant d'atteindre son objectif. La responsable RH de l'époque a accepté de me parler. Elle dit qu'il y avait des signalements internes similaires à ce que vous avez ici. J'ai noté tout cela sans l'interrompre. 2 précédents. 2 tentatives avortées avant la maison Beaumont. Il avait appris de chaque échec, affiné sa méthode, allongé son horizon temporel. 3 ans au lieu de quelques mois. Il était devenu meilleur dans ce qu'il faisait, et ce qu'il faisait était monstrueux dans sa banalité. Pas de violence, pas de menace directe, juste une patience froide et calculée appliquée à détruire la vie d'une femme pour en prendre les actifs. Ensuite, a continué Fabrice, les communications. Son téléphone professionnel était enregistré dans le système de l'entreprise sous la politique de monitoring signée à l'embauche. J'ai pu extraire légalement les communications pertinentes. Il y a des échanges avec un avocat spécialisé en droit patrimonial, initié en octobre 2024, 2 mois avant le mariage. Les échanges portent sur les modalités de contestation d'un patrimoine en cas de séparation, sur la création d'une structure juridique en son nom propre, et sur les délais légaux pour établir une cohabitation effective reconnue par les tribunaux. J'ai posé mon stylo. Octobre 2024, 2 mois avant notre mariage. Pendant qu'il choisissait avec moi la salle de réception et discutait du menu avec le traiteur, il échangeait en parallèle avec un avocat sur la façon de contester mon patrimoine en cas de séparation. Il planifiait la sortie avant même d'être entré officiellement. C'était d'une froideur qui dépassait ce que j'avais imaginé. Il y a autre chose. Fabrice a sorti une feuille séparée. Des messages avec une femme prénommée Corinne. Échange régulier sur 18 mois. Le contenu est clair. Elle attend. Il lui dit de patienter. Il lui parle du plan sans le nommer explicitement, mais avec suffisamment de détails pour que le contexte soit évident. Il a posé la feuille devant moi. Notamment ce message, envoyé le 3 janvier 2025, 10 jours avant votre mariage. Encore quelques semaines. Quand le papier est signé, tout change. Elle n'est pas un problème. Elle ne l'a jamais été. Le silence qui a suivi était différent de tous les silences de ces 2 derniers jours. Pas le silence du choc, pas celui de la concentration. Celui de quelqu'un qui reçoit une confirmation qu'elle espérait ne pas recevoir, même en sachant qu'elle viendrait. Elle n'est pas un problème. Elle ne l'a jamais été. Il avait dit cela de moi.
Il m'avait réduite à une non-menace dans une conversation avec sa maîtresse 10 jours avant notre mariage. Il m'avait étudiée pendant 3 ans, et sa conclusion était que je ne représentais aucun danger. J'ai repris la feuille, je l'ai relue une fois, puis je l'ai reposée avec soin, exactement à l'endroit où elle était. Est-ce que ces messages sont utilisables devant un tribunal? Oui, extraits légalement dans le cadre de la politique de monitoring corporatif. Maître Élise pourra confirmer la recevabilité, mais le fondement juridique est solide. Et Corinne, qui est-elle? Fabrice a ouvert une autre page. Elle travaille dans l'immobilier à Paris. 43 ans. Ils se connaissent depuis au moins 2 ans et demi, selon les premiers échanges que j'ai pu retrouver. Elle n'a pas l'air de connaître tous les détails de ce qu'il faisait. Certains messages suggèrent qu'elle croit à une version édulcorée. Mais elle savait qu'il était engagé dans une relation et elle attendait qu'il en sorte. J'ai hoché la tête lentement. Corinne n'était pas mon ennemie. Elle était une autre pièce dans l'échiquier de cet homme, quelqu'un d'autre qu'il manipulait avec une monnaie différente. Je n'avais pas de colère pour elle, juste une note mentale. Elle n'était pas utile à mon dossier et elle n'était pas ma responsabilité. Fabrice a refermé sa chemise. J'ai encore des vérifications en cours. Les transferts financiers depuis la carte professionnelle, les relevés de compte de la structure juridique qu'il a créée. Je vous envoie le rapport complet dimanche soir. Après son départ, je suis restée seule dans mon bureau. La lumière de Mars était basse maintenant, presque horizontale, projetant de longues ombres sur le parquet. J'ai pensé à mon père. Henri, 78 ans, qui ne savait pas encore ce qui s'était passé, qui devait attendre mon appel du dimanche comme chaque semaine, qui avait regardé Christophe avec cette bienveillance tranquille des hommes âgés qui veulent croire que leurs filles ont trouvé quelqu'un de bien. Je n'allais pas lui parler avant d'avoir tout en main. Je ne voulais pas qu'il s'inquiète avec des fragments. Je voulais lui apporter quelque chose de complet et de résolu. Lundi matin, tout serait en place. Et Christophe, qui dormait quelque part à Paris dans cet hôtel payé avec ma carte bloquée, qui envoyait des messages de plus en plus irrités auxquels je ne répondais toujours pas, qui commençait peut-être à sentir que quelque chose ne se passait pas comme prévu, sans encore comprendre à quel point. Christophe n'avait aucune idée de ce qu'il attendait. Lyon, le 17 mars 2025. Dimanche soir, 21h30. Le rapport de Fabrice est arrivé par messagerie sécurisée à 21h12. 23 pages. Je les ai imprimés dans mon bureau, j'ai fermé la porte à clé et je me suis assise avec un café qui a refroidi sans que je le touche. J'ai lu chaque page dans l'ordre, sans sauter, sans revenir en arrière, avec la méthode que mon père m'avait apprise pour lire les rapports financiers complexes. Une fois en entier, dans l'ordre, sans interruption, pour voir d'abord la structure avant de revenir aux détails. La structure était claire, et elle était pire que ce que j'avais imaginé. Les transferts financiers depuis la carte professionnelle remontaient à octobre 2024, le même mois où il avait commencé ses échanges avec l'avocat patrimonial. De petits montants, réguliers, espacés de façon à ne pas déclencher les alertes automatiques du système bancaire. Entre octobre 2024 et mars 2025, il avait transféré en tout 19 300 € vers un compte au nom d'une société appelée Arnaud Conseil, domiciliée à une adresse commerciale à Bordeaux. Fabrice avait vérifié, Arnaud Conseil n'avait aucune activité réelle. Pas de clients déclarés, pas de contrat, pas de factures émises. C'était une coquille vide, créée 6 semaines avant les premiers transferts. Une structure conçue pour faire disparaître de l'argent proprement, avec une apparence de légalité. J'ai relu ce passage 2 fois. 19 300 €. Ce n'était pas une somme énorme au regard des actifs de la maison Beaumont, et c'était précisément le point. Il n'avait pas été gourmand sur cette partie du plan parce qu'il savait que la vraie prise viendrait plus tard, avec la succession, avec le patrimoine consolidé. Ces transferts n'étaient pas le pillage principal. Ils étaient un test, une répétition. Il voulait voir si les systèmes de l'entreprise détectaient quelque chose, si quelqu'un posait des questions, si j'étais attentive, et personne n'avait rien vu. Ce qui lui avait confirmé qu'il pouvait continuer à une plus grande échelle une fois sa position juridiquement consolidée. J'ai tourné la page. Les vérifications de Fabrice sur les 2 entreprises précédentes étaient maintenant complètes.
À Bordeaux, en 2016, le schéma était presque identique. Relations construites sur 18 mois, accès progressif aux informations financières internes, tentative de se positionner comme consultant de confiance auprès du fondateur vieillissant. L'accord amiable de 18 000 € avait été conclu après que la famille avait découvert qu'il avait tenté de faire signer au fondateur, alors en début de démence, un document lui accordant une procuration sur certains comptes. À Nantes, en 2019, il avait été moins habile. Il avait agi trop vite. La relation n'était pas encore assez consolidée quand il avait commencé à accéder au système. La responsable RH l'avait repéré et avait alerté la direction avant qu'il puisse aller plus loin. Ici, il avait pris son temps. 3 ans. Il avait appris de ses erreurs. Il avait été patient d'une façon qui donnait froid dans le dos quand on comprenait ce que cette patience signifiait. Non pas la patience d'un homme amoureux, mais celle d'un prédateur qui sait que la précipitation est son seul ennemi réel. J'ai posé le rapport sur le bureau. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Lyon le dimanche soir, les quais du Rhône au loin, quelques lumières sur l'eau, le calme particulier des grandes villes qui soufflent entre 2 jours de semaine. J'ai pensé à mon père, qui avait rencontré Christophe une dizaine de fois au cours de ces 3 ans, qui lui avait serré la main avec chaleur, qui m'avait dit une fois, dans la cuisine de sa maison à Écully, que ce garçon lui semblait sérieux. Henri Beaumont avait construit une entreprise en 40 ans avec du travail et du jugement. Et il avait été trompé comme moi, sans le savoir, par un homme qui avait consacré sa vie entière à tromper les gens sérieux. Mon téléphone a vibré. Maître Élise. J'ai lu le rapport de Fabrice. Sandrine, c'est suffisant. C'est plus que suffisant. Les transferts vers Arnaud Conseil constituent une appropriation indue de ressources corporatives. C'est une infraction pénale distincte de la fraude matrimoniale. Les communications avec l'avocat patrimonial établissent l'intention préalable au mariage de façon non équivoque. Et les 2 précédents professionnels créent un pattern comportemental que le tribunal ne pourra pas ignorer. L'annulation tient ? L'annulation tient. Article 180, vice du consentement par dol. Il a menti sur ses intentions de façon délibérée et préméditée. Juridiquement, ce mariage n'aurait pas eu lieu si tu avais connu la vérité. C'est exactement la définition du texte. Elle a marqué une pause. Je dépose tout demain matin à 9 h au tribunal de grande instance de Paris. Simultanément, tu procèdes au licenciement pour faute grave ici à Lyon. Et lui, quand est-ce qu'il est notifié ? Lundi matin, en même temps que tout le reste. Il ne doit rien savoir avant. J'ai regardé par la fenêtre encore un moment après avoir raccroché. La nuit était claire, étrangement douce pour Mars. Je pensais à la façon dont tout cela allait se terminer. Pas avec une scène, pas avec des cris, mais avec des documents et des signatures et une porte qui se ferme proprement. C'était la bonne façon. La seule qui comptait vraiment. Les scènes s'oublient. Les documents, non. Mais il y avait encore quelque chose que je devais faire avant lundi matin. Quelque chose que je n'avais pas encore trouvé le courage de faire depuis vendredi soir. J'ai composé le numéro de mon père. Henri a décroché après 3 sonneries, de cette voix un peu rauque du dimanche soir, la voix d'un homme de 78 ans qui regardait probablement la télévision dans son fauteuil à Écully. « Sandrine, tout va bien ?»« Oui, papa. » Je me suis assise. « Il faut que je te parle de quelque chose. » Il y a eu un silence. Mon père connaissait ma voix depuis 54 ans. Il savait, à l'intonation d'une seule phrase, quand quelque chose n'allait pas. Je t'écoute. J'ai parlé pendant 20 minutes. Je lui ai dit l'essentiel. Le restaurant, les mots de Christophe, ce que j'avais découvert sur ses intentions, le dossier que Fabrice avait constitué, l'annulation que Maître Élise allait déposer le lendemain matin. Je n'ai pas édulcoré. Mon père n'était pas un homme qu'on protège de la vérité. C'était un homme qu'on respecte en lui disant les choses telles qu'elles sont. Quand j'ai terminé, il y a eu un long silence. Puis, Henri a dit, avec cette voix basse et posée qui ne changeait jamais quand il prenait une décision, « Tu as bien fait. Chaque étape. » Une pause. « Est-ce que tu as besoin de moi demain ?» J'ai souri pour la première fois depuis vendredi soir.
Un sourire petit et vrai. « Non, papa, j'ai tout ce qu'il faut. » « Bien. » Un autre silence. Christophe ne mérite même pas qu'on prononce son nom après-demain. Nous avons raccroché. J'ai fermé le rapport de Fabrice, j'ai rangé les documents dans ma mallette et je me suis préparée à aller dormir. Vraiment dormir cette fois. Pas cette veille tendue des 2 nuits précédentes. Demain à 9h, maître Élise déposait les documents à Paris. Demain à 9h également, Christophe était convoqué dans une salle de réunion à Lyon. Il viendrait. Il viendrait parce qu'il était encore convaincu de contrôler la situation. Parce qu'il pensait que mon silence était de la résignation. Parce qu'en 3 ans, il ne m'avait jamais vue autrement que comme une femme vulnérable qu'on pouvait manœuvrer avec de la patience et des tulipes couleur pêche. Il allait découvrir son erreur. Pas avec des larmes de ma part, ni avec des reproches. Avec 23 pages et un officier de justice. Lyon, le 18 mars 2025. Lundi matin. 8h45. Je suis arrivé au siège de la maison Beaumont avec 15 minutes d'avance. Le ciel était bas, d'un gris uniforme et dense qui pesait sur les toits de la ville comme une main posée à plat. Le Rhône, visible depuis le couloir du premier étage, était sombre et lent. Je me suis arrêté 1 seconde devant cette fenêtre, le manteau encore sur les épaules, la mallette dans la main, et j'ai regardé le fleuve. Il y avait quelque chose de stabilisant dans ce spectacle. Cette eau qui coulait depuis toujours, avant l'entreprise, avant mon père, avant tout ce qui m'avait amené à ce lundi matin. Le Rhône ne savait rien de Christophe. Il continuerait à couler après lui. C'était une pensée simple et utile. La salle de réunion du 2e étage avait été préparée par Bernard la veille au soir. Une table rectangulaire, 6 chaises, les stores à mi-hauteur. Pas de fleurs, pas de carafe d'eau, pas de ces petits détails d'accueil qu'on met habituellement pour adoucir une rencontre difficile. Bernard savait ce que cette réunion était. Il avait préparé l'espace en conséquence. J'ai posé ma mallette sur la table, sorti les documents, les ai alignés dans l'ordre que maître Élise et moi avions établi ensemble dimanche soir. Chaque pile avait sa place. Chaque place avait sa fonction. À 9h précises, maître Élise m'a envoyé un message. Déposé, tribunal de grande instance de Paris, dossier enregistré, numéro de procédure transmis dans la minute. J'ai lu ce message, j'ai posé le téléphone et j'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine. Pas du soulagement, pas encore, mais la confirmation que la mécanique était en marche et qu'elle ne pouvait plus être arrêtée. Ce qui avait été construit en 72 heures était maintenant inscrit dans un système qui ne dépendait plus de moi seul. Bernard est entré à 9h10. Derrière lui, le représentant juridique de l'entreprise, un homme de 40 ans, costume sombre, cartable en cuir. Et derrière lui, l'officier de justice, une femme d'une 50aine d'années, cheveux tirés, regard professionnel et neutre. Ils ont pris leur place sans un mot. J'étais debout près de la fenêtre. Nous avons attendu. Christophe est arrivé à 9h18. En retard de 18 minutes, ce qui était peut-être intentionnel, une façon de signifier qu'il n'était pas à la disposition de l'entreprise, qu'il venait en mari et non en employé. Il portait un costume bleu nuit, la cravate légèrement desserrée, l'air de quelqu'un qui a décidé d'adopter un ton conciliant mais ferme. Il a ouvert la porte, a vu les 4 personnes dans la salle, et pour la première fois depuis vendredi soir, je l'ai vu hésiter. Ce n'était pas la réunion qu'il avait anticipée. Qu'est-ce que c'est que ça? Sa voix était encore contrôlée, mais le bord en était différent. Plus dur, plus méfiant. « Assieds-toi, Christophe. » Il m'a regardé, longtemps, cherchant dans mon visage quelque chose qu'il ne trouvait pas. De l'émotion, de la fragilité, une ouverture par laquelle reprendre le contrôle. Il ne trouvait rien de tout cela parce qu'il n'y avait rien à trouver. Je n'étais plus la femme du restaurant. Cette femme-là, il la connaissait. Il avait passé 3 ans à la cartographier. Celle qui était devant lui maintenant, il ne la connaissait pas du tout. Il s'est assis. Maître Élise a commencé à parler depuis Paris, en haut-parleur, sa voix posée et précise remplissant la salle sans effort. « Monsieur, vous êtes notifié ce matin de 3 actions simultanées. Premièrement, une demande d'annulation du mariage contracté le 7 mars 2025,
déposé ce matin au tribunal de grande instance de Paris sous l'article 180 du Code civil français pour vice du consentement constitué par dol. Le consentement de Madame Beaumont a été obtenu par une tromperie délibérée et préméditée sur vos intentions réelles. Nous disposons de preuves documentées établissant cette intention frauduleuse antérieure au mariage. Christophe n'a pas bougé. Il regardait le haut-parleur avec une attention qui ressemblait à de la concentration, mais qui était, je le voyais maintenant, du calcul. Il cherchait la faille. Il cherchait l'angle. C'est ce qu'il faisait quand il était acculé. Pas de panique, pas de fuite, juste cette mécanique froide qui cherche une sortie. Deuxièmement, a continué Maître Élise, un licenciement pour faute grave notifié par la Direction des ressources humaines de la maison Beaumont Cosmétiques sur la base de 3 éléments documentés. Harcèlement moral sur des employés, appropriation indue de ressources corporatives sous la forme de transfert vers une structure fictive dénommée Arnaud Conseil et accès non autorisé à des dossiers confidentiels en dehors du périmètre de vos fonctions. L'officier de justice s'est levé et a posé l'enveloppe sur la table devant lui. Il ne la toucha pas. Troisièmement, un dépôt de plainte pour appropriation indue, enregistré hier soir au commissariat central de Lyon. Le silence qui a suivi était d'une qualité particulière. Pas le silence du restaurant, brutal et public. Celui-ci était propre, technique, définitif. Christophe regardait l'enveloppe devant lui. Ses mâchoires étaient serrées. La cravate, légèrement desserrée, lui donnait maintenant un air différent de celui qu'il avait voulu projeter en entrant. Il a levé les yeux vers moi. « Tu n'as pas de preuve d'intention. Ce que j'ai dit au restaurant, dans l'état où j'étais, ne constitue pas. Nous avons les messages avec Corinne. » Ma voix était calme, parfaitement calme. Notamment celui du 3 janvier 2025, 10 jours avant le mariage, dans lequel tu lui expliques que le plan avance et que je ne représente pas un problème. Nous avons également les échanges avec ton avocat patrimonial initiés en octobre 2024, 2 mois avant la cérémonie, portant sur les modalités de contestation de mon patrimoine en cas de séparation. Et nous avons les témoignages de 2 entreprises précédentes où tu as utilisé le même schéma. Il n'a rien dit. Tu as passé 3 ans à me cartographier, tu as noté mes vulnérabilités, tu as appris mes préférences, tu as construit une version de toi-même précisément ajustée à ce que je pouvais croire. C'était du travail sérieux. Je me suis penché légèrement en avant. Mais tu as fait une erreur. Il m'a regardé, les yeux légèrement plissés. Tu m'as dit la vérité dans ce restaurant, à voix haute, devant des témoins, parce que tu étais certain que ça ne changerait rien, que le contrat était signé, que la loi était de ton côté, que j'étais trop émotionnel pour réagir autrement qu'en pleurant. J'ai marqué une pause. C'était ta seule vraie erreur en 3 ans. Christophe a regardé le plafond 1 seconde. Un geste infime, presque imperceptible, mais que j'ai vu. Le geste d'un homme qui recalcule et qui comprend que les chiffres ne tombent plus en sa faveur. Il a repris l'enveloppe. Il l'a ouverte lentement. Il a lu les premières pages avec cette concentration appliquée qu'il mettait dans tout ce qu'il faisait. Personne ne parlait. Bernard avait les bras croisés. Le représentant juridique notait. L'officier de justice attendait debout. Quand il a reposé les documents, il a dit une seule chose à voix basse, presque pour lui-même. « Tu as été rapide. »« Oui. » Je me suis levé. « Tu peux disposer. Bernard va t'accompagner pour récupérer tes affaires personnelles. La carte d'accès sera désactivée à 10 heures. » Il s'est levé. Il a boutonné sa veste avec un soin mécanique, comme si ce geste lui permettait de rassembler quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. Il a regardé la salle une dernière fois, les documents, les visages, la fenêtre derrière moi, avec le Rhône gris en arrière-plan. Puis il a regardé vers moi, avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage en 3 ans. Pas de la colère, pas du mépris, quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance froide, comme s'il voyait, pour la première fois, la personne qui avait été en face de lui tout ce temps et qu'il n'avait jamais vraiment regardé. Il est sorti sans un mot de plus. Bernard l'a suivi. La porte s'est refermée. Lyon, le 18 mars 2025. 10h30. Je suis resté dans la salle de réunion après que tout le monde fut parti.
L'officier de justice avait plié ses affaires avec la précision tranquille de quelqu'un qui fait ce travail depuis longtemps et qui n'a plus besoin de le commenter. Le représentant juridique avait serré ma main en partant, un geste bref et professionnel. Bernard avait refermé la porte doucement, comme on referme la porte d'une pièce où quelque chose d'important vient de se terminer et qui mérite un minimum de silence. Je me suis assise à la table vide. Les documents étaient toujours là, en piles ordonnées, chacun à sa place. 23 pages de rapport, 3 signalements archivés, une lettre manuscrite, des relevés de transfert, des échanges de messages imprimés sur papier blanc ordinaire. C'était ça, au fond, ce que 3 ans de mensonges n'avaient pas produit, une pile de papier sur une table en bois dans une salle de réunion à Lyon. Quelque chose d'aussi banal et aussi définitif que ça. J'ai regardé par la fenêtre. Le Rhône était toujours là, gris et lent, indifférent à tout ce qui venait de se passer à 200 mètres de ses berges. J'ai pensé à ce que j'avais ressenti en entrant dans cette salle ce matin, cette concentration froide, cette clarté d'objectif qui ne laissait pas de place à autre chose. Et je me demandais maintenant, dans ce silence d'après, ce que j'allais ressentir quand cette concentration se dissoudrait. Parce qu'elle allait se dissoudre. C'est ce que font les armures quand la bataille est terminée. Mon téléphone a vibré. Un message de Maître Élise. Procédure enregistrée. Numéro de dossier transmis. Le tribunal a 60 jours pour statuer, mais avec ce dossier, je n'anticipe pas de difficultés. Juridiquement, Sandrine, ce mariage n'a jamais existé. Ce mariage n'a jamais existé. J'ai relu cette phrase plusieurs fois. Il y avait quelque chose d'étrange dans ces mots. Pas de la satisfaction, pas du soulagement, mais une sensation plus complexe et plus difficile à nommer. Pendant 7 jours, j'avais été cette femme. L'épouse, celle qui regardait son alliance le matin avec cette incrédulité douce et précieuse. Et maintenant, on me disait que cette femme n'avait jamais existé non plus, que le mariage avait été une fiction, que le consentement avait été vicié, que tout cela serait effacé du registre comme une erreur de saisie. C'était la bonne issue, la seule issue juste. Mais la justice et la douceur ne sont pas toujours la même chose. Bernard a frappé à la porte et est entré. Il est parti. Sa voix était neutre. Il a pris une boîte, quelques affaires personnelles. Il n'a pas dit un mot pendant qu'on remontait au bureau. Bien. Bernard a hésité une seconde sur le seuil. Sandrine. Il s'est arrêté, cherchant ses mots avec ce soin qu'il mettait toujours dans les choses importantes. J'aurais dû vous parler il y a 2 ans. Je le sais. Je n'ai pas de bonne excuse pour ça. Je l'ai regardé. Tu as fait ce que tu pouvais faire avec ce que tu savais à ce moment-là. Une pause. Et quand ça comptait vraiment, tu étais là. Il a hoché la tête, une fois, lentement. Il est ressorti. J'ai entendu ses pas dans le couloir, puis le silence est revenu. Je suis restée encore un moment dans cette salle. Puis j'ai rangé les documents dans ma mallette, j'ai pris mon manteau, et je suis sortie. Dans le couloir du premier étage, en passant devant les bureaux ouverts, j'ai vu une jeune femme s'arrêter de taper sur son clavier et lever les yeux vers moi. Elle s'appelait Lucie, 26 ans, assistante dans la division commerciale depuis 8 mois. C'était elle qui avait demandé un transfert de poste après avoir travaillé sous les ordres de Christophe, celle dont la lettre manuscrite était dans mon dossier. Elle m'a regardée avec une expression que je n'avais pas anticipée. Pas de curiosité, pas de malaise. Quelque chose qui ressemblait à de la respiration, comme si une pression qui avait duré longtemps venait de cesser d'un coup. Je me suis arrêtée devant son bureau. Lucie. Elle a attendu. Merci. C'était tout ce que je lui disais. 2 syllabes. Mais elle savait ce qu'elle contenait, et moi aussi. Elle a hoché la tête sans répondre. Ses yeux étaient brillants. Elle a retourné les yeux vers son écran. Je suis repartie. L'après-midi, j'ai pris ma voiture et je suis allée à Écully. La maison de mon père était une bâtisse de pierre ancienne dans une rue calme, avec un jardin que ma mère avait planté dans les années 80 et qu'Henri entretenait encore lui-même, malgré ses 78 ans, avec une obstination tranquille qui faisait partie de son caractère depuis toujours. Il était dans le jardin quand je suis arrivée, avec un pull gris et des gants de jardinage, en train de tailler quelque chose près de la haie du fond.
Il m'a vu arriver et il a retiré ses gants lentement, sans se presser. Nous sommes entrés dans la maison ensemble, sans échanger un mot. Il a mis de l'eau à chauffer. Je me suis assise à la table de la cuisine, cette table où j'avais fait mes devoirs enfant, où ma mère servait le dîner, où mon père lisait ses dossiers le dimanche matin avec ses lunettes de presbyte posées au bout du nez. Une table qui avait contenu toute une vie avant que je bâtisse la mienne. Henri a posé 2 tasses de thé sur la table et s'est assis en face de moi. Il m'a regardé pendant un moment sans parler. C'était une de ses façons d'être. Il regardait les gens vraiment. Il prenait le temps de voir ce qui était là avant de parler. C'était une qualité rare et je l'avais toujours su. « C'est fini », a-t-il demandé. « C'est fini. » Il a hoché la tête. « Et toi ?» Je n'ai pas répondu immédiatement. C'était la bonne question, pas la question sur l'entreprise, pas celle sur la procédure, pas celle sur les conséquences juridiques. La question sur moi. Sur ce qui restait après que tout le reste avait été réglé et rangé et déposé au tribunal. Je ne sais pas encore. C'était la réponse honnête. Mais je suis entière. Henri a entouré sa tasse de ses 2 mains. Ses mains à lui, larges, marquées par le travail et les années, les mains d'un homme qui avait bâti quelque chose de réel dans sa vie. Ta mère aurait fait exactement la même chose. Il a réfléchi une seconde. Peut-être plus vite. J'ai souri. Un vrai sourire. Le 2e depuis vendredi soir. Et celui-là plus grand que le premier. Nous avons bu notre thé en silence. Dehors, le jardin de ma mère était encore nu de cette nudité de mars qui précède le printemps. Les branches sans feuilles, la terre sombre, les premières bulbes qui poussent sous la surface sans qu'on les voie encore. Tout ce qui allait revenir n'était pas encore visible. Mais il était là, quelque part sous la surface, patient et réel, attendant simplement le bon moment. Christophe avait quitté le siège de la maison Beaumont avec une boîte en carton et une carte d'accès désactivée. Il n'était pas mon ex-mari. Il n'avait jamais été mon mari. Il était un homme qui avait essayé de prendre quelque chose qui ne lui appartenait pas et qui avait trouvé sur son chemin une femme qu'il avait eu la maladresse de sous-estimer. Rien de plus, rien de moins. J'avais 54 ans, une entreprise, un père de 78 ans qui me regardait avec le thé entre les mains, comme s'il voyait en moi quelque chose qui lui appartenait et dont il était fier. Et 24 heures qui avaient changé la trajectoire de tout, non pas parce qu'elle m'avait rendue différente, mais parce qu'elle m'avait rendu pleinement ce que j'avais toujours été, sans le savoir vraiment. Une femme qui écrit ses propres plans. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. Laissez un like et commentez d'où vous nous écoutez. À très bientôt pour une nouvelle histoire.